Les décodeurs jusqu'à 9h30. Je suis très content d'accueillir Hicham El Bayed, décodeur qui a son rond de serviette ici. Chaque semaine, docteur en économie, maître de conférence, consultant. Bonjour Hicham. Bonjour Franck. Comment ça va ? Très très bien. Un vendredi. Un vendredi, oui. C'est lundi. C'est lundi, oui. Une fois. C'est lundi, là c'est vendredi. Ouais. Et donc Hicham va découvrir la configuration de l'émission le vendredi, c'est-à-dire les débats express. Ouais, ça va changer entre début de semaine et fin de semaine. Exactement. Alors, on a commencé hier une opération qu'on va mener dans les décodeurs. Cannes 2025, jour J-, le décompte. Oui. On a commencé hier avec jour J-10, avec Hicham Hamadi et Ismaël Bargache. Et voici Aziz Saidi. Aziz, content de vous retrouver, tellement content de vous retrouver. Merci, moi aussi. Génial. Aziz Saidi, journaliste qui est là avec nous. Alors j'étais en train de dire que jusqu'au premier coup de sifflet sportif de la CAN, on va faire un décompte dans les décodeurs. Hier c'était jour J-10 et aujourd'hui c'est jour J-9. Et dans ce décompte, on va parler de tout ce qui est annexe. Par exemple, lundi, on parlera de la partie numérique, ces chantiers liés à la 5G, la cybersécurité, tout ce qu'on a mis en place pour accueillir tous les gens et pour pouvoir diffuser, parce qu'on le dit pas beaucoup, mais pour pouvoir communiquer pendant cette CAN. Donc on en parlera lundi. Et aujourd'hui, la question, je dirais, elle est plus globale. C'est quel impact économique pour le Maroc ? On va en parler tout à l'heure, mais je voulais absolument que en ouverture, on appelle ça l'ouverture des décodeurs. Maintenant, on parle de ce qui s'est passé, de ce drame de Fès, avec ces 22 morts, et surtout l'onde de choc qu'on a vue est encore immense à Fès, 2 jours après. Qu'est-ce que révèle l'effondrement de ces 2 immeubles, Hicham ? Alors évidemment, c'est un drame. Il y a eu des morts, 22 morts, quasiment autant de blessés. Mais qu'est-ce que ça révèle de notre vie, de notre société ? Alors tout d'abord, toutes nos pensées pour les familles des victimes. Ça laisse personne indifférente ce qui s'est passé à Fès. Alors, quand on regarde un petit peu ce qui a été dit, écrit, communiqué autour de ce drame, il paraît que il y a eu construction de 2 étages effectivement sur le bâtiment qui ont fini par faire céder le bâtiment. Mais j'ai envie de dire, c'est pas exceptionnel. Ce sont des pratiques. Oui, et c'est ça le sujet. Le sujet effectivement, comment on a pu tolérer effectivement la construction de ces 2 étages au vu au su de tout le monde, sachant qu'on parle de bâtiments peut-être qui sont déjà très fragiles. Moi, j'étais à Fès il y a une quinzaine de jours, peut-être 3 semaines, et j'étais dans l'ancienne Médina, j'étais un peu partout, et je vois il y a des bâtiments qui tiennent à rien. Ça veut dire que la probabilité que ça tombe, ça. Et d'ailleurs, on le sait de ceux qui sont sur le terrain là depuis cette catastrophe, il y a une vraie angoisse des familles dans ce quartier-là et dans d'autres quartiers. Et le problème, c'est que c'est pas uniquement à Fès. Il y a Marrakech aussi qui est concerné. Il y a Casablanca, l'ancienne Médina. Il y a toutes les villes impériales, ce que nous appelons les villes impériales, qui sont touchées justement, qui sont menacées par des ruines, par des drames comme ça. Donc il va falloir que le ministère de tutelle fasse le travail nécessaire justement pour tout de suite et dans l'urgence trouver les solutions nécessaires, accompagner les populations qui y habitent et faire en sorte que ce genre de drame ne se reproduise plus dans notre pays. Aziz Saidi. D'abord, je vais commencer par présenter mes condoléances aux familles et aux proches. Bien évidemment, c'est un drame qui touche tout le monde. Malheureusement, c'est pas la première fois et malheureusement, c'est pas un cas isolé. Et dans le cas échéant, c'était justement un quartier qui est né, d'un projet de relogement pour des gens qui étaient dans des logements insalubres. Comme vous l'avez dit, paraît-il que justement, c'était censé être à 2 étages, mais il y a eu 2 étages de
de plus. Donc là, ça interpelle directement la responsabilité des autorités locales, notamment qui ont pour mission de surveiller ce genre de choses. On sait que, au Maroc, on dit que il suffit de faire rentrer une brique pour que le Mqaddam se présente à la porte. Là, c'est deux étages, donc c'est impossible que ça soit passé inaperçu. Et puis surtout, donc bien évidemment, il y a une enquête qui est ouverte, mais surtout, je pense que ça doit être un déclic ou un détonateur pour résoudre un problème plus général de ces bâtiments. Je me souviens, il y a quelques années, il y avait eu un drame ici à Bourgogne, juste à côté. Bien sûr. Donc voilà. Et puis donc j'imagine que dans ce quartier-là et dans d'autres quartiers où les bâtiments sont fragiles, les familles vivent dans cette appréhension. Et donc c'est un problème urgent qu'il faut adresser de la meilleure des manières. Alors l'enquête ouverte par la police judiciaire et le parquet peut-elle vraiment déterminer, là on est en 2025, les responsabilités individuelles et institutionnelles? Alors, on l'a dit, le constructeur, les autorités locales, l'urbanisme, les contrôles techniques, etc. Est-ce que, j'ai envie de dire enfin, parce que c'est pas la première fois que ça se produit, enfin, il y aura une enquête qui arrivera à des conclusions et des sanctions? Certainement. Je suis pas juriste de formation, mais tout a l'air d'un homicide involontaire. Lorsque vous laissez passer des constructions anarchiques comme ça, lorsque vous participez de façon directe et indirecte à un drame pareil, la justice doit donner son mot là-dessus, et une enquête diligentée, c'est la moindre des choses, ne serait-ce que pour rassurer les familles, les proches des victimes, faire suivre effectivement ce qui s'est passé par les sanctions nécessaires et rendre justice effectivement à ces victimes, et après aussi éviter, comme l'a dit Aziz à l'instant, c'est éviter que de pareils drames ne se reproduisent dans notre pays. Encore une fois, la question de la gouvernance, encore une fois une question de la corruption, forcément qui plane quelque part. Donc alors, il va falloir prendre les choses. Ça tombe à un moment où on essaye de prendre des mesures assez lourdes, anti-corruption. Parce que on l'a dit, Assis le disait, dans ce quartier là, qui est le quartier de la radio dans lequel j'habite, personne ne peut faire un pas, poser une brique ou pas, ou vouloir, je ne sais pas, mettre un panneau quelque part, etc., sans que quelqu'un arrive. Donc de toute façon, l'information, elle est là, elle passe. Non, c'est aussi gros qu'un nez au milieu du visage. On peut pas dire que ça s'est passé sous le nez des autorités. Enfin, vraiment. Forcément, il y avait quelqu'un, les agents locaux avaient cette information, et forcément, il y a l'ombre de la corruption qui plane, et donc il faut sévir et sévèrement. Messieurs, on revient juste après les informations présentées par Karim Droné pour parler de la CAN J-9. Les décodeurs reprennent, et là c'est un peu... Je vais vous mettre un tapis rouge bientôt, les décodeurs, comme ça, et un photographe, comme ça vous pourrez faire des photos tous les jours. Bon, c'est bon les photos. Hicham El Bayed, il est photographe parce qu'il poste. Il faut immortaliser ces moments. Il poste énormément sur les réseaux sociaux, et c'est vrai qu'on peut vous suivre à la trace. En même temps, c'est parce qu'il a beaucoup de très belles activités. Mais merci. Il a que mais je me dis, mais ce gars tous les jours, mais il travaille lui, c'est incroyable. et il nous fait rêver, parce que moi aussi je travaille, et vous aussi vous travaillez. Mais nous, si on se prend en photo quand on travaille, ça fait rêver personne. Voilà. Donc, écoute, on fait au mieux. On fait au mieux qu'on peut. Voilà. Aziz Saïdi, journaliste, et Hicham El Bayed, docteur en économie, maître de conférences et consultant. Alors, jour J-9, la CAN 2025, quel impact économique pour le Maroc? Je vous promets, on parlera pas de foot, mais je vous promets, c'est même pas ça, c'est que vous allez me dire, je suis sûr, hors antenne après, mais quand est-ce qu'on va parler de foot? On en parlera quand la CAN sera lancée. On pourra en parler, on pourra faire des décodeurs spécial foot. Il y avait la liste hier, donc c'est... Ah oui, la liste. On va en parler tout à l'heure dans Drone et Sport, figurez-vous, dans une petite heure. Donc jour J-9, quel impact économique pour le Maroc? J'ai envie de dire, c'est une question qui paraît très généraliste, très large. Quel impact économique pour le Maroc? On se doute qu'il y aura un impact économique, mais comment on peut mesurer cet impact économique-là assez rapidement finalement sur l'organisation de cette CAN? Hicham. L'impact économique, tout d'abord, sur l'emploi.
Quand on parle des chantiers structurants qui vont accompagner, peut-être précéder l'organisation de la CAN, bâtiments, travaux publics, structures hôtelières, investissement aussi en matière de transport, télécommunications. Mais c'est vrai que ce sont des secteurs qui génèrent normalement beaucoup d'emplois. Ils ont un effet induit. Ces emplois, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces emplois seront durables ? La question c'est de créer déjà des emplois. Alors maintenant, est-ce qu'ils vont être durables ou pas durables? Non, parce que on parle d'une période bien définie pour la tenue de cette CAN. Mais ce qu'on espère, c'est que ces emplois puissent durer, ne serait-ce que pour associer la CAN avec la Coupe du Monde qui arrive en 2030. Donc c'est déjà l'espoir que nous attachons justement à l'organisation de cette Coupe d'Afrique. Deuxièmement, l'impact aussi en termes d'infrastructure, parce que construire et mettre à niveau des stades, de l'infrastructure routière, autoroutière, portuaire, aéroportuaire. Peut-être pour la Coupe du Monde, on parlera d'infrastructures portuaires, mais pour le cas présent de la CAN, il est important que ces infrastructures créent une espèce d'upskilling pour le Maroc en termes de destination touristique. On parle de quelque chose comme 500 000, 600 000, voire même 1 million de visiteurs qui vont se rajouter. Il y a 800 000 et 1 million. 1 million, effectivement, de visiteurs qui vont se rajouter, qui vont se greffer. La Royal Air Maroc parle de quelque chose comme 500 000 passagers, effectivement, qu'elle va devoir, effectivement, pour lesquels il va devoir assurer le transport aérien. Donc, on est véritablement dans une panoplie d'effets structurants qui auront un impact à court terme mais aussi à moyen terme, mais le pari reste pour pouvoir durabiliser, un petit peu revenir sur votre question, durabiliser justement ces emplois, durabiliser ces effets positifs et ne pas tomber dans les torts d'autres pays qui ont organisé des événements, des méga événements comme ça, que ce soit pour la CAN ou pour la Coupe du Monde. Ou même les Jeux Olympiques. Ou les Jeux Olympiques éventuellement. Donc tout ça nécessite un point de vigilance de la part des autorités, de la part aussi j'allais dire des opérateurs économiques qui doivent aussi faire preuve d'un peu d'audace, on va dire, en termes d'investissement. C'est le moment de le faire, c'est le moment d'accompagner le processus, c'est le moment aussi de se lancer dans cette mouvance parce qu'on compte beaucoup justement sur la Coupe d'Afrique et la Coupe du Monde. Aziz. Les grands événements sportifs ont un impact indéniable de toute façon, mais il peut être positif ou négatif. Il y a deux cas de figure assez emblématiques. C'est la Coupe du Monde en Espagne en 82 qui est venue dans le cadre d'une comment on peut appeler ça, un essor économique espagnol dans la foulée, un boom, voilà, c'est le mot que je cherchais, un boom économique avec notamment l'adhésion à l'Union européenne. Il y avait plein d'aspects, mais la Coupe du Monde 82 avait contribué à cela. Dynamisation de l'Espagne. Exactement, et avec même un mouvement culturel qui s'appelait la Movida à l'époque. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire, ça rappelle de bons souvenirs. Exactement. Pour ceux qui ont cet âge-là. Pedro Almodóvar. Et on a, à contrario, on a un exemple négatif qui est celui des Jeux Olympiques à Athènes en 2004, où ça a été le premier pas vers une banqueroute totale de l'économie. Qui continue pour la Grèce. L'économie grecque. Voilà. Donc, en fait, c'est un événement sportif en soi. Ça peut être un levier, comme ça peut être justement. Les Jeux Olympiques en Grèce, à Athènes, c'était comme quand tu veux t'acheter une voiture et que t'es déjà à découvert, quoi. C'est ça. Exactement. Le problème, c'est que la Grèce, on a payé les frais et ça continue. C'est un pays en faillite. Une grosse voiture, les Jeux Olympiques. Exactement. Non, mais enfin voilà. Donc par rapport à la CAN, c'est vrai que c'est un événement majeur sur le continent, mais c'est pas les Jeux Olympiques, c'est pas la Coupe du Monde. Pour nous, heureusement, c'est que cette CAN, elle vient s'inscrire dans un projet un peu plus long terme, qui est celui aussi de la Coupe du Monde. Donc c'est quelque part une répétition générale. Oui, c'est-à-dire que si on organisait que la CAN, je sais que c'est pas bien de dire ça, mais on serait pas en train de faire cette émission-là. Là, on a l'organisation de la CAN et on sait qu'en 2030, on va être co-organisateur de la Coupe du Monde. Donc on est et 2030, c'est pas dans 12 ans. Hein. Il faut qu'on mesure la chance inouïe qu'on a. Mais on se pince, vous voulez que je vous pince? On se pince. Oui, mais c'est une chance inouïe. C'est pour ça que pour l'économiste que je suis, je dis que c'est une chance historique pour la Maroc, justement, pour
organiser la Coupe d'Afrique et venir juste après qu'organiser la Coupe du Monde, la vision, elle est là, parce que si c'était juste la CAN, ça serait en queue de poisson. Hein. C'est un événement peut-être qui va se tenir. Vas-y. Moi, je dirais plutôt une opportunité. On n'appuie pas. Voilà. Moi, je dirais plutôt une opportunité, parce que le chance, faut que ça soit concrétisé. Il faut la provoquer. Faut la provoquer. Et puis surtout, enfin voilà, il faut réussir à éviter les écueils et justement concrétiser l'essai. Donc c'est une réelle opportunité d'inscrire ça dans une logique de développement un peu plus globale. Pour répondre à votre question, Franck, par rapport à l'impact et comment le quantifier, en fait, on peut avoir des chiffres concrets par rapport à l'impact, soit on peut le quantifier, soit quantitatif, soit qualitatif. Alors en quantitatif, bien évidemment, on aura le nombre de nuitées, les passagers, les dépenses. On peut avoir des chiffres par rapport à l'emploi, notamment dans les chantiers structurants pour cette CAN. Mais par contre, il y a d'autres choses d'ordre qualitatif qui sont aussi importants, parce que à mon sens, déjà, ça s'imbrique bien avec la stratégie économique marocaine qui est tournée vers l'économie africaine. Rappelons-le, le Maroc est le premier investisseur africain en Afrique, et donc ça sera pour moi, enfin à mon sens, ça pourrait être la plus grosse plateforme de networking business du continent. Donc c'est quelque chose qui est très important. Il y a des initiatives, notamment. Mais ça c'est une idée, parce qu'on n'en parle jamais de ça. Et de le fait de considérer que cette CAN va être un immense networking pendant ça va durer combien de temps, la CAN? 3 semaines. Du 21 au 18 janvier. Ouais, voilà, c'est ça. 21 décembre au 18 janvier. Donc 3 grosses semaines, voilà, presque un mois. Networking total, mais oui, absolument. Même à distance, hein. Même à distance. Mais beaucoup plus sur place, hein, le B2B. Sur place, le B2B, je sais, mais il y a des communications qui vont s'organiser. Moi, j'imagine que tous ces pays vont se parler, ça va créer du business. Ça, c'est une très bonne idée. C'est une très bonne vitrine pour le Maroc, sujet déjà. De papier, les gars, pour le networking, pour la C'est une CAN. bonne vitrine, pour le Maroc. C'est pour ça que on a fait l'essai à 6-7 reprises, hein, pour arriver finalement à décrocher le Graal. Moi, je trouve que ça méritait effectivement qu'on s'acharne justement pour organiser la Coupe du Monde tout d'abord. On a eu l'opportunité d'être co-organisateur. La Coupe d'Afrique, comme l'a si bien dit Aziz, effectivement, c'est d'entériner le statut de leader pour le Maroc sur le continent, donner la possibilité aux entreprises marocaines de travailler en joint venture avec des entreprises africaines, c'est l'occasion ou jamais, et surtout travailler davantage notre nation branding. Quand je dis nation branding, détrompez-vous, je parle pas de marketing. Marketing, on est en train de construire des offres qui soient adaptées par rapport à des demandes. Le nation branding, c'est un storytelling, c'est un narratif. On est en train de construire une image, on est en train de construire une identité. Elle est là, l'identité, mais on la travaille davantage pour que ça cadre avec nos ambitions, pour que ça évolue dans le temps, pour que ça soit dynamique, que ça soit pas figé. Lorsqu'on parle du Maroc, on va pas toujours rester sur l'histoire des babouches et du couscous et je sais quoi. L'idée, c'est de dire qu'on a maintenant... qui est maghrébin, je vous rappelle. Non. Le caftan, il est marocain. Non, le caftan est marocain, mais j'ai regardé, ça a été sur enregistré. le patrimoine universel, le couscous est maghrébin, Afrique du Nord. Pas de souci, mais le caftan, il reste marocain. donc voilà, vas-y, Aziz. Mais cette notion de nation branding, ça c'est important. C'est un peu le modèle en fait qu'on est en train de définir là, surtout pour l'étranger. On est en train de dire voilà, le Maroc là en 2025 c'est ça. Exactement. Mais en fait, c'est une opportunité de faire valoir le soft power marocain, bien évidemment. D'ailleurs, faut rappeler juste un petit détail, c'est que la précédente édition de la CAN qui s'est passée en Côte d'Ivoire, il y avait un savoir-faire marocain qui était très important, parce que le Maroc et la Côte d'Ivoire sont des pays amis qui sont très très connectés économiquement, et beaucoup d'opérateurs marocains, notamment pour les BTP, même la gestion
des stades, plein d'aspects. Télécom aussi, il me semble. Télécom, évidemment, les banques, tout ça. Mais en tout cas, pour la CAN, il y avait une coopération accrue. Donc, il y avait un savoir-faire marocain avec nos amis ivoiriens pour réussir cette CAN, qui a d'ailleurs été la CAN la plus réussie jusqu'à celle on l'espère, celle de ce mois, donc au Maroc. Et donc, en fait, c'est dans la continuité. C'est de se dire, voilà, il y a le Maroc a un savoir-faire, le Maroc a le savoir-faire. Moi, je voulais, je disais l'économiste tout à l'heure, l'économiste du jour, pour ne pas les citer, et donc il y a une page avec deux articles, et je pense que on est là-dedans aussi. C'est un sujet sur la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a 2 articles. Il y a un article qui dit les franchises se frottent les mains, et il y a un autre article sur le Made in Morocco. Est-ce que c'est pas finalement un bon résumé de ce que va être cette CAN ? C'est-à-dire que il faut montrer que le Maroc, c'est un pays dans lequel on arrive, on va brancher son téléphone, on va avoir soit l'opérateur qu'on a dans son pays en 5G, tout de suite. On va pouvoir prendre, allez, je le dis même, on va en reparler tout à l'heure dans les débats express, mais peut-être la même plateforme de VTC pour se commander un véhicule. Et puis en même temps, il y a ce Made in Morocco, c'est-à-dire qu'on va découvrir des choses et que peut-être qu'on va ramener à la maison d'ailleurs, et pas forcément que des objets, des idées, des entreprises, des choses comme ça. Donc c'est un peu résumé finalement les deux choses qui concernent l'écosystème de la CAN. Alors, c'est l'économiste, ils l'ont fait. Oui, c'est clair. Effectivement, une identité, pour revenir sur le jargon branding, se construit dans le local et le global. Oui. Elle se construit dans le marchand. Mais vous êtes prof, donc vous pouvez résumer ce que je dis, c'est bien. Elle se construit aussi entre le marchand et le non-marchand, parce qu'il y a aussi il y a de la confiance, il y a du capital social, il y a l'hospitalité marocaine, il y a le sourire marocain, il y a la gentillesse marocaine. On parlait de savoir-faire, il y a aussi le savoir-être. Donc oui, absolument. Donc ça, c'est fondamental. Et ça, c'est très important. On en parlait la semaine dernière à propos du tourisme. C'est l'histoire qu'on raconte. C'est l'histoire que raconte le Maroc. C'est cette espèce d'accueil, de savoir-être, de culture qui n'est pas. D'ailleurs, j'ai réécouté l'émission de vendredi et je me suis fait une autocritique. Si j'ai pas réagi, parce qu'on parle de culture et on faisait le parallèle avec la Turquie, etc. sur la culture. Mais ça veut pas forcément dire culture, visite de vieux bâtiments, de musées. La culture marocaine, elle est dans les gens, elle est dans l'humain. En fait, le commentaire le plus fréquent par rapport aux touristes qui viennent au Maroc et qui repartent avec un commentaire positif, c'est l'accueil et le sourire. Voilà. C'est ce qu'on appelle en marketing l'expérience client. Et on n'a pas besoin d'aller visiter des musées ou quoi. Non, mais c'est l'expérience. C'est l'expérience client. Voilà. L'expérience client, ça va de l'hôtesse de l'air qui va vous prendre en charge dans l'avion jusqu'à l'agent de police qui va tamponner votre passeport en passant par le chauffeur de taxi et en arrivant au réceptionniste à l'hôtel. Et j'en passe, la liste est longue. L'idée, c'est de faire justement de cette CAN une bonne expérience pour les visiteurs qui vont être là et qui sont assoiffés aussi par rapport à ce qu'ils entendent sur le Maroc. Vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez sur Google, on le disait avec Saïd, je me rappelle très bien, au Qatar en 2022, 130 millions de fois on a tapé le mot Morocco pour savoir ce que c'est, où est-ce qu'il se trouve ce pays-là. Donc faire en sorte que cette expérience client soit dans les meilleures conditions, s'assurer des conditions pour pouvoir effectivement faire en sorte que cette expérience soit la mieux réussie, avec la digitalisation, avec aussi un impact territorial, peut-être j'y reviendrai tout à l'heure. Oui, on y revient juste après les informations avec Mourad. On garde le sujet, on n'a pas fini. Éveil de l'info, c'est Atlantique Radio. Avec Aziz Saïdi, journaliste, et Hicham El Bayed, docteur en économie, maître de conférences et consultant. Ce matin, les décodeurs sont là. On parle de la CAN 2025, jour J-9. Quel impact économique pour le Maroc? Et à tout moment, je peux déclencher les débats express, messieurs. Très bien. Qu'est-ce qu'on a à dire sur cet impact économique? Qu'est-ce qu'on, tout à l'heure, on parlait de cette idée de branding, qui est de nation branding,
est très intéressante. C'est un moment historique pour le Maroc. Voilà, et cette façon aussi de mettre le Maroc dans une espèce de logique internationale, ça marche pour les touristes, mais ça marche aussi pour tout maintenant. Hein. On se rend compte que on va, si on veut investir, si on veut créer des entreprises, etc. Il y a un modèle maintenant qui est très moderne finalement. Ouais, c'est un momentum, on va dire, pour le Maroc de pouvoir lancer tous ces chantiers structurants. On le disait, on le répétera jamais assez, que ce soit pour les investissements locaux, mais aussi pour les investissements directs étrangers qui doivent trouver leur place sur l'échiquier. Les infrastructures sont là et on essaie de faire encore mieux. Les bonnes volontés aussi le sont. Donc maintenant, il s'agit de mettre tout ça en harmonie, afficher cette image effectivement de modernité, cette image de pays qui n'a rien à envier à d'autres, et en même temps, ce que j'étais en train de dire avant la pause, c'est qu'il va falloir aussi jouer sur la carte de la territorialité. N'oublions pas que la CAN va se tenir sur 6 villes. On parle de Casablanca, Rabat, Marrakech, Fès, Tanger, Agadir. Le reste doit aussi profiter justement de cette manne avec justement ces courroies de transmission. Alors par exemple Salé par rapport à Rabat, Media par rapport à Casablanca, Tétouan ou les régions effectivement au niveau du nord aussi par rapport à Tanger. Donc l'idée aussi de faire en sorte que ces investissements puissent se faire aussi en arrière de ces villes clés. Ça, c'est d'une. De deux aussi, faire en sorte que la CAN soit aussi l'occasion pour créer plus d'inclusivité par rapport justement à ces populations qui sont vulnérables. On parle des jeunes, on parle des femmes. Donc, en parlant de tourisme tout à l'heure, peut-être aussi ce que j'étais en train de dire par rapport aux marchands, non-marchands, c'est aussi par rapport à tout ce qui est économie sociale et solidaire. Donc, des coopératives qui se trouvent dans le Haut-Atlas, par exemple, ou dans certaines régions du Maroc, doivent aussi s'inscrire dans la mouvance pour pouvoir profiter de l'organisation de la Coupe du Monde et aussi tirer vers le haut tout ce qui est dépenses touristiques. Le problème chez nous au Maroc en matière de tourisme, c'est pas les arrivées touristiques, c'est les dépenses touristiques. Oui. L'Égypte continue à nous devancer en termes de dépenses. C'est vrai qu'on a franchi le cap de 18 millions, on est au-delà effectivement des statistiques égyptiennes, mais en matière de dépenses touristiques... C'est les petites pyramides en plastique. Oui, mais maintenant... C'est ça qui pèse en fait. Ouais. mais maintenant l'idée c'est d'enfoncer le clou par rapport au dispositif pour pousser les touristes à consommer, à dépenser, que ce soit par rapport à la télécommunication, par rapport aux loisirs, par rapport à d'autres activités annexes. C'est les activités annexes. Il faut développer beaucoup de choses. Quand on est à Marrakech, on ne doit pas rester à Marrakech. Forcément, il faut sortir de Marrakech, consommer à Marrakech, mais sortir aussi de Marrakech. On doit aller faire du sport, on doit aller faire tout ça et tout ça. La randonnée, ça rapporte de l'argent, effectivement. Oui, tout à fait. Il y a aussi pas mal de bénévoles sur cette CAN. Il y a beaucoup de jeunes bénévoles et ça c'est bien parce que voilà, ça c'est tonique, c'est énergique. Oui. Oui, bien évidemment. Moi, je voudrais aborder un dernier point qui à mon sens, est vraiment essentiel pour cette CAN. Je pense que ça sera la CAN de la diaspora par excellence. La diaspora africaine notamment. Parce que la connectivité, parce que on n'est pas loin des capitales européennes, on est à 2-3 heures maximum de toutes les capitales européennes. Donc, il y a beaucoup de gens des Ivoiriens d'Europe, des Nigérians, que sais-je, de tous les pays africains, qui ont une diaspora importante en Europe. Cette diaspora a l'occasion de vivre la CAN dans des conditions entre guillemets proches des standards européens. Et je pense que ça c'est important parce que j'ai dirigé une rédaction panafricaine et je sais que ces dernières années les diasporas africaines jouent un rôle économique très très important. Elles réinvestissent dans leur pays, elles portent tout ce qui est innovation et tout ce qui est notamment dans la fintech, dans plein de domaines comme ça. Et je pense que c'est l'occasion aussi de fêter cette diaspora et de encore une fois on parlait de networking. Là le networking ça sera pas que panafricain, c'est panafricain et diaspora et je pense que ça c'est aussi important. Et n'oubliez pas qu'il y a des Africains subsahariens, des Maliens, des Sénégalais, des Ivoiriens, qui viennent au Maroc pour étudier.
qui ce que j'allais dire. Moi, je les ai dans mes cours. Je les ai et ça me fait plaisir de les avoir. On a aussi beaucoup de collègues journalistes. Exactement. Et ils sont très ravis d'être là. Vous pouvez pas imaginer avec quelle émotion ils parlent du Maroc. Et ils viennent parce que des fois c'est un peu une galère de venir quand même, d'organiser tout ça pour venir assez régulièrement. Est-ce que justement, ce sera ma dernière question, est-ce que justement ça va être un peu différent de la Coupe du Monde? Là, on a une CAN avec des Africains. Il se trouve que les étrangers qui sont les plus nombreux au Maroc sont des Africains subsahariens maintenant. Donc, est-ce que finalement ça a modifié aussi le regard des Africains de voir que le Maroc était aussi une terre d'accueil, un pays d'accueil, avec beaucoup de gens qui travaillent maintenant au Maroc, qui sont venus pour étudier souvent, ou qui sont venus pour travailler, et qui représentent une force active. Tout à fait. D'ailleurs, on a eu un avant-goût avec les fameux barrages pour la Coupe du Monde qui ont été joués au Maroc il y a quelques semaines, avec notamment le Cameroun, le Nigeria, la RDC et le Gabon. Et là, déjà, on a vu cette fête des communautés africaines ici, et c'est clair que, maintenant, on a nos frères subsahariens qui depuis des années, ça dépend des communautés, mais il y en a qui sont plus implantés que d'autres. Par exemple, les Sénégalais sont quasiment chez eux. Et voilà. Et moi, je réitère par rapport à cette expérience de rédaction panafricaine. Je me souviens quand le siège était ici au Maroc, mais c'était une rédaction panafricaine et donc de plein de pays. Et je faisais passer des entretiens au Sénégal et dans des pays subsahariens. Et ces gens-là sont venus et depuis ils sont toujours là. Ils sont dans des chaînes nationales et tout ça. Et je pense que c'est important de montrer l'importance de cette fusion. Et d'ailleurs il y a d'ailleurs cette comment on appelle ça, cette harmonie, cette fusion est très importante parce que encore une fois l'intégration du continent africain est le chemin à emprunter pour pouvoir, parce qu'on a une destinée commune, quel que soit X, et donc il faut appuyer sur les aspects positifs. Bien évidemment qu'il y a des aspects négatifs, et moi j'aimerais pas que des aspects de xénophobie viennent entacher ce genre d'expérience. Non, il n'y en aura pas. C'est tellement beau ce que vous dites là. J'avais envie de lancer un waka waka. La conclusion de waka waka qui a été volé à un artiste africain. Oui, je sais. Oui. D'ailleurs, on connaît tous. Si on connaît un peu la musique africaine, on connaît la version originale camerounaise, je crois. Tout à fait. Alors, dernier point, en termes de storytelling, en termes de branding, ce que je regrette, c'est qu'on n'accompagne pas assez la tenue de cette CAN au niveau des chaînes TV marocaines, par exemple. Je vais être assez clair là-dessus. Qu'on passe des spots pour mobiliser, alors ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à ces bénévoles, effectivement, qui doivent être mobilisés, mais aussi qu'on mobilise les Marocains pour cet événement, qu'on dise que nous allons accueillir du monde, que nous devons être à la hauteur de cet événement, que le chauffeur de taxi qui va écouter ce spot... Dimension civique. Moi, je vais même au-delà. C'est une occasion en or pour justement promouvoir ce vivre ensemble africain et pour aller contre les idées reçues, xénophobes, etc. Donc tirer vers le haut, justement, ce civisme qui doit être travaillé encore plus pour donner l'image en termes de branding pour le Maroc. Super, allez, 9h16. Atlantic Radio, musique, info, écho. Dans un monde où la connectivité est au cœur de la performance, Maroc Télécom vous propose sa nouvelle box 5G Business, conçue pour accompagner la transformation digitale de votre entreprise. Découvrez la box 5G Business, un débit ultra rapide, une excellente stabilité du signal et une rapidité incroyable pour booster votre performance. Nouvelle box 5G Business de Maroc Télécom, parce que le futur n'attend pas, et vous non plus. Rendez-vous sur www.iam.ma pour plus d'informations. Maroc Télécom, le futur est déjà là. La suite des décodeurs avec les débats express. Vous écoutez les décodeurs d'Atlantic Matin. Les débats express.
Ça me rappelle les contrôles surprises à l'école, ça. Exactement. C'est un peu contrôle surprise. Examen sur table. Je voulais vous faire réagir là tout de suite à une info qu'on a eue hier soir dans Atlantic Soir avec Shaib Hamadi, qui interrogeait Saad Taoujni, le secrétaire général de Transparency Maroc, qui a annoncé en direct sa démission. Il a annoncé sa démission parce que pour deux raisons. D'abord parce que il y a des difficultés financières à Transparency Maroc et c'est très compliqué de continuer à faire le travail qu'ils font et qui est nécessaire d'ailleurs. Et il y a une réaction à propos de la réforme du code pénal qui, d'après lui, viole la Constitution et il dit on peut pas travailler comme ça. Donc merci, au revoir. J'avais participé à une émission sur une autre chaîne avec Sissad et par rapport à ça, on parlait de ce point du code pénal. Faut rappeler juste que la réforme qui a été faite a introduit que seul le ministère de la Justice maintenant pouvait poursuivre, et alors que Amnesty, qui est une association d'intérêt public et qui justement est spécialisée dans ça, pouvait avant pouvoir ester elle-même. Donc ça coupe un peu l'herbe sous le pied d'Amnesty. Leur travail, moi je ne Transparency. Transparency. Et franchement, je peux pas commenter à chaud et aller derrière. Par contre, faut saluer le travail de Transparency Maroc et justement essayer de les soutenir. Moi, je comprends la frustration de M. Taoujni parce que quand on voit le bilan de ce qu'on appellerait les actions pour lutter contre la corruption, les abus de position dominante, les conflits d'intérêts, et on essaie d'en tirer les conséquences. On voit effectivement qu'il y a encore du chemin à faire, les moyens ne sont pas là, et puis rajouter à cela l'histoire effectivement du code pénal qui vient aussi museler ces annonceurs d'alerte, justement ces organisations non gouvernementales, ces acteurs de la société civile qui doivent jouer leur rôle, ce qui est normal, ce qui est sain dans un pays. Moi, les 3-5% de PIB qui partent à cause de la corruption, ça c'est pas moi qui sors ces chiffres, ils sont connus, même je crois le SCP aussi, il y est pour quelque chose. Donc il va falloir qu'on prenne le taureau par les cornes, qu'on se dise il y a un vrai fléau chez nous qu'il va falloir corriger, qu'il va falloir assainir une bonne fois pour toutes, parce que c'est l'image du pays qui est en jeu, parce que c'est les intérêts du pays qui sont en jeu, parce que c'est aussi la sociologie du pays en termes de méritocratie, en termes de paix sociale, en termes d'éthique, parce que c'est ça aussi un mot qu'on galvaudait par moment, qu'on sort assez souvent. Donc une décision comme ça de sa part peut paraître un petit peu, on va dire, démesurée, mais je trouve qu'il a toutes les raisons de le faire. Oui. Autre info sur laquelle j'aimerais avoir votre commentaire, le HCP vient de publier un rapport détaillé sur le parc de logements urbains au Maroc, à partir d'une autre étude de 2024. L'un des indicateurs les plus parlants est l'ampleur des logements urbains non occupés. En volume, ces logements n'ont jamais été aussi nombreux. 2,4 millions de logements inoccupés dans les villes en 2024. Un stock qui a triplé en 20 ans. Comment on peut expliquer ça ? Les gens ils placent de l'argent dans des appartements. C'est de la thésaurisation en direct. Alors soit c'est de la thésaurisation, soit si on veut être un peu provocateur, on va dire du blanchiment d'argent. Dans certains cas, ça peut expliquer. Mais dans certains cas, j'ai dit bien dans certains cas. Dans certains cas, vous allez dans certaines villes, vous allez trouver effectivement des appartements, des immeubles qui sont pas habités et où peut-être en chantier pendant des années. Donc ça pose la question. Qu'est-ce qui se passe et puis aussi quelles sont les autorités. Il me semble que ces dernières années, il y a eu quand même peut-être un arsenal juridique justement pour pousser les gens qui ont des logements qui sont inhabités de pouvoir les déclarer aussi, de faire fiscaliser dessus. Oui, c'est une façon aussi de les pousser à les habiter ou à les louer. Moi, je pense que la solution justement, c'est là où elle se trouve. Il faut imposer ces logements inoccupés, et parce que justement, moi je pense que le problème vient du marché de l'immobilier. Il y a les prix dans le deuxième main qui baissent, et donc les gens ne veulent pas vendre à perte. Ceux qui sont à l'aise et qui ont la force de frappe financière nécessaire gardent les appartements, même si. Et le problème, c'est que
en faisant cela, ça baisse encore le prix du marché. Donc c'est une spirale un peu négative. Mais je pense que déjà la solution pour pouvoir un peu dégoupiller tout ça, c'est de fiscaliser les logements et ça de contrôler, parce que il y a beaucoup de loyers par exemple qui passent dans l'informel. Exactement. Et ça permettra aussi parce que le logement, on parle toujours du logement en tant que propriétaire, on peut être locataire, et si justement ces logements inoccupés sans fiscaliser, eh bien ça poussera les gens à plutôt louer l'appartement au moins pour payer les charges. C'est vrai. Et donc ça résoudra en partie. Juste un mot sur le contrôle, parce que effectivement on peut éventuellement soupçonner peut-être une espèce de laxisme. On devient une société de contrôle, attention. Oui. Mais le problème, c'est que pour le contrôle, on n'a pas les ressources nécessaires. En termes d'effectifs, en termes de ressources humaines, il n'y en a pas assez. Allez voir pour l'inspection de travail, il y a très peu d'inspecteurs de travail. Donc ça aussi, en termes de dispositifs, de ressources humaines, de ressources techniques, peut-être maintenant avec la digitalisation, ça va devenir peut-être plus simple. Pour pouvoir faire le contrôle, c'est une IA qui va le faire à votre place. C'est plus rapide, c'est plus sûr, c'est moins contraignant, et en même temps ça dissuadait effectivement des personnes qui seraient dans le tort de se rabattre effectivement dans la légalité. Allez, autre sujet, c'est la batterie, c'est l'avalanche. C'est l'avalanche. On a bon pour l'instant. Très bien. La pluie d'étoiles filantes ce matin. La bataille est relancée entre les VTC et les taxis. Ouais. C'est pas très éloigné du sujet Cannes. Non, d'ailleurs, on pourra intégrer dans le décompte ce sujet-là. VTC versus taxi. Quand on sait quand on connaît un peu l'importance quand même de ces VTC, parce que ça change un peu le marché. Il y a pas très très longtemps, on en parlait avec un autre décodeur qui s'appelle Hicham Hamadi. Et puis avec Ismaël Bargache, et eux disaient tout simplement que il y avait de la place pour les taxis et il y avait de la place pour les VTC, et que c'était même pas la peine de chercher une explication. Voilà. Ouais, il y a la place pour tout le monde à condition que les règles de base soient effectivement. Alors est-ce qu'il faut mettre des règles ? Parce que c'est ça le problème. Le problème, c'est que les plateformes peuvent arriver ici au Maroc, s'installer sans avoir forcément d'autorisation. Non, moi, je pense que c'est créer le marché. En fait. Je pense qu'il y a deux problèmes, ou plutôt deux axes à traiter dans cette problématique. C'est le premier, c'est celui des taxis, qui est basé sur un système d'agrément qui est obsolète, qui est révolu, et où on a un problème et assez opaque. Assez opaque, et surtout on a les gens qui conduisent les taxis qui sont pas propriétaires du taxi ou de l'agrément, et donc qui vivent dans des conditions très très difficiles, souvent misérables, exactement, difficiles, disons-le. Et on le disait tout à l'heure, dans l'expérience client par exemple d'un touriste, taxi marocain, c'est vraiment nul parce que ni le chauffeur ni le taxi lui-même, les taxis marrakchi, ça devient une espèce de légende, quoi. Pour certains chauffeurs de taxi, loin des frontières. Exact. Non, mais pour certains, évidemment. Messieurs, si vous nous écoutez dans votre taxi, on parle pas de vous, évidemment. On le généralise pas. Mais c'est ce système d'agrément. Et d'ailleurs, je pense il y a la semaine dernière, il y a le ministre de l'Intérieur, M. Leftit, qui a justement dit que c'était un système qui était pas logique, que lui n'était pas, qui est un système qu'il a trouvé en place, mais qu'il faudrait réformer. Je pense qu'il faut il faut une grande volonté politique pour le faire. Deuxième, parce que c'est des. Mais il est en forme en ce moment, Monsieur Laftit, donc il peut peut-être aussi se lancer sur les taxis. Alors deuxième aspect du problème, c'est ces fameux VTC, et au-delà de ça, moi je parlerai de ces nouvelles plateformes de l'économie numérique qui pour l'instant travaillent dans une zone grise qui n'est pas légale, et que on a encore une fois le ministre du Travail donc qui a parlé du fait de parler de cette catégorie ou de légiférer sur cette catégorie dans le code du travail. Ça serait en place. Moi je pense que c'est important de défendre, parce qu'il y a les rêves et les attentes par rapport à ces plateformes digitales, mais il y a aussi les désillusions et la précarité
les gens qui travaillent dedans, que ce soit dans la livraison, les VTC ou donc c'est important de garantir les droits de ces travailleurs des nouvelles plateformes technologiques et donc il faut légiférer, bien évidemment dans des conditions concurrentielles pour quand même rester attractif par rapport aux investissements, mais il s'agit pas non plus de donner tout sans donc votre avis, c'est qu'il faut réformer le système des taxis et légiférer sur les plateformes. Absolument, il faut créer un cadre légal. Mais je reviens sur cette histoire effectivement de VTC pour dire qu'il y a en économie une catégorie pour ça. On a appelé ça la gig economy. C'est l'économie des petits boulots. Figurez-vous que les statistiques de l'OIT sont très claires là-dessus. En 2023, on parle l'Organisation internationale du travail. Voilà, on parle de 2 milliards de salariés dans le monde qui sont dans des emplois vulnérables. Et les VTC, comme les livreurs, pour ne pas citer de nom, effectivement, rentrent dans cette catégorie. Et 85% des emplois en Afrique, ils sont dans ces emplois vulnérables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que disait Aziz à l'instant, il est tout à fait juste. Ça veut dire que c'est plus des petits boulots. Mais c'est des petits boulots, mais qui sont à la merci de grandes plateformes. Ça aussi, il faut rappeler que c'est David contre Goliath. C'est des boulots. C'est des boulots, mais qui sont pas tenables, qui sont vulnérables, qui sont précaires, très précaires. Quelqu'un qui va s'inscrire sur une plateforme donnée dont les recettes vont partir aux États-Unis parce que c'est Uber, parce que c'est Booking, etc. Là, effectivement, il faut être très vigilant. Et un dernier mot qui me outre, le dernier, c'est que je comprends pas pourquoi on tolère à ce que les chauffeurs de taxi ne mettent pas la ceinture de sécurité. Oui, ça, pour moi, c'est outrance. Vous savez pourquoi? Je sais, mais je l'admets pas. Parce qu'on peut plus la boucler. Je l'admets plus. Ça renseigne sur la vétusté des véhicules. Non, moi je voulais juste rapidement, je voulais juste rebondir sur l'OIT, donc l'Organisation internationale du travail, donc qui a fait un travail aussi sur dans sa dernière assemblée, qui a fait un travail sur les plateformes numériques et qui avec des recommandations pour protéger les travailleurs de ces nouvelles plateformes. Génial, merci beaucoup Aziz Saïdi, journaliste, Hicham El Bayed, directeur en économie, maître de conférences et consultant. Merci d'avoir été les décodeurs d'aujourd'hui et à très très bientôt. À très bientôt. À suivre les informations. Merci. Atlantique Matin, 7h10.